Dans les oreilles de Théo Imard. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra en collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré. Acte 2, la voix. Chaque contre-ténor, quasiment, a une histoire différente avec sa voix et le choix de cette tessiture. Je pense que c'est un choix qu'on prend ou qu'on ne prend pas, mais qu'on accepte en tout cas. Moi, mes parents n'étant pas du tout dans la musique, n'avaient aucune idée du pourquoi, du comment. Et mon professeur de la maîtrise m'en a pas parlé tout de suite. Donc sans doute qu'il s'en est rendu compte, bien sûr, mais peut-être qu'il s'est dit je vais rien dire pour pas chambouler, pour qu'il laisse faire son travail tout seul. Et en fait, donc moi, en tant que maîtrisien, donc j'étais dans le chœur de soprane, donc les voix les plus aiguës. Et vers 14 ans, donc quand on est en 4e, 3e, donc déjà même avant, déjà même en 5e, je voyais certains collègues, certains amis, du jour au lendemain, ils arrivaient en chœur et ils ne pouvaient plus chanter. Donc c'était une mue directe. Moi, c'était différent. Je pense que ma mue, elle a commencé en 4e, 3e, mais très lente. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et du coup, ça m'a permis, donc c'est sans doute aussi une chance, ça m'a permis vraiment d'écouter ma voix. On parle de passage beaucoup entre les aigus, les graves, les médiums. Et du coup, ça me permettait toujours de trouver un équilibre dans ma voix, le fait que ça soit pas brutal, cette mue. Et ensuite, j'ai un souvenir de quand je rentre au lycée. Donc je rentre en seconde, j'étais dans un lycée avec option musique. Et notre professeur nous donne, on avait un truc de chœur à faire, à chanter. Et du coup, je me retrouve avec, dans le chœur, il y a donc soprane, alto, ténor, basse. Et donc moi, je me retrouve, qu'est-ce que je fais? Parce que tous les garçons vont du coup dans le pupitre des ténors et basses. Et mon prof me dit, mais tu vas là, quoi. Et donc moi, j'étais un peu perplexe. Et du coup, je suis allé dans ce truc de ténor, dans ce pupitre de ténor, alors que je n'avais jamais chanté dans un pupitre de ténor. Et j'ai fait ce que j'ai pu, disons. Je pense pas que c'était très brillant. Mais du coup, je me suis rendu compte que ça prouve l'espèce de aucune réflexion et que je n'ai pas cette éducation musicale, même si la maîtrise m'a beaucoup aidé avec ça. Mais j'ai pas cette éducation musicale de me dire, attends, effectivement, les hommes, c'est ténor basse. Comment ça se fait que je chante toujours en soprane alors que j'ai 15 ans, 16 ans? Et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, il y a un petit truc. Et ensuite, je m'en rappelle, donc moi j'avais des amis aussi qui avaient complètement mué, qui avaient de plus en plus de mal à chanter, etc. Et donc là, après, j'en ai discuté avec mon professeur, et c'est là où je me suis ouvert à l'univers donc des contre-ténors, où j'ai mis un mot sur ma voix. Mais donc du coup, très tard, hein, j'avais 15-16 ans, et même en mettant un mot sur ma voix, d'une certaine manière, ça ne m'intéressait pas. Dans le sens que, à cette période de ma vie, même si j'étais adolescent, pour moi la musique c'était toujours un plaisir, mais c'était pas une réflexion. Ça allait pas devenir un travail, c'était pas forcément une passion, c'était un plaisir, comme certains vont faire de la poterie le dimanche, certains vont faire du badminton entre amis. En plus, à cette époque-là, j'avais arrêté le sport, j'avais arrêté le foot, donc je faisais que de la musique. Et du coup, oui, j'étais pas du tout dans la réflexion de qu'est-ce que c'est qu'un contre-ténor. Du coup, ma voix, elle est comme ça. Est-ce que je dois travailler vocalement, ma technique différemment? J'étais pas du tout dans ça. Je me suis vraiment laissé aller, laissé porter par ce que mon corps me disait, tout simplement. Et après, c'est quand vraiment... quand je pense qu'il y a eu un cap à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, je faisais vraiment énormément de solos avec la maîtrise. J'avais fait des concerts, on avait chanté le Stabat Mater de Pergolèse, on avait chanté... à chaque concert, je faisais des solos, de Bach, etc. Et c'est là où mon professeur m'a dit, il est temps, on a parlé de ce qu'était un contre-ténor. Donc bien sûr, de nom, je connaissais déjà depuis quelque temps Philippe Jarouski, de nom, mais j'avais pas forcément eu la curiosité d'écouter, etc. Donc j'ai commencé à m'y intéresser.
j'avais quand même du mal à cette période de mes 17-18 ans à écouter d'autres contre-ténors. Déjà, on a toujours du mal à écouter sa voix. C'est comme quand on s'entend parler, on a un peu de mal, mais quand on s'entend chanter, c'est encore pire. J'avais du mal, sans doute parce que leur voix avait un écho avec la mienne. Du coup, j'avais un peu du mal à les écouter. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été beaucoup plus proche des mezzo-sopranes. C'est plutôt en arrivant à Paris où vraiment j'avais commencé à mettre les termes sur ma voix, où donc mon professeur de Marseille insistait vraiment pour que je mette sopraniste, et je comprends pourquoi, hein, il a raison. C'est un peu compliqué de dire sopraniste dans le sens que ça parle pas forcément aux gens. Il me semble que c'est un terme très français, hein, c'est juste un jeune garçon qui chante soprane, et ce qui est le cas, surtout que même dans les rôles d'opéra que je travaillais, que ce soit dans Handel ou dans Mozart, quand on regarde les distributions, il y a écrit soprane sur le rôle. Et quand c'était des castrats à l'époque, il y a écrit castra soprane ou castra alto souvent. Et donc du coup, c'était souvent des castra sopranes, les rôles que j'interprète. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette idée de sopraniste. Et puis contre-ténor, ça veut tout et rien dire. Contre-ténor, c'est un homme qui chante avec sa voix de fausset, avec sa voix de falsetto. Du coup, c'est très très large. Alors quand on pense à tous les termes qu'il y a pour ténor dramatique ou pour les sopranes lyriques, coloratour, etc., pour contre-ténor, c'est contre-ténor. Et on est tous dans le même sac alors que les voix sont... toutes les voix sont différentes. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien rajouter sopraniste, parce que oui, je suis un contre-ténor, je chante avec ma voix de tête, mais je suis très à l'aise dans les aigus, et je suis même, via ma voix, je suis plus une voix donc de mezzo-soprane de maintenant, c'est-à-dire les Magdalena Cogena, les Joyce Di Donato, les même Bartoli qui a chanté des rôles, qui a fait des albums de rôles de castrat. Donc c'est pour ça que c'est quand même important pour moi de garder ce terme de sopraniste. Dansa tu si
J'ai choisi cette musique parce que c'était important pour moi de mettre une, euh, une musique chantée en français, parce que je trouve que le répertoire français est exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose pour contre-ténor, il faut se le dire quand même, mais il y a des choses. C'est-à-dire qu'il y a l'opéra comique.
Il y a les mélodies. Il y a plein de mélodies qui peuvent être chantées par des contre-ténors. On connaît tous certaines, Jarouski en a beaucoup chanté, comme Akloris, comme il y a beaucoup de compositeurs comme Gabriel Fauré qui vont très bien au contre-ténor, parce qu'il y a cette idée un peu de sacré dans les compositions de Gabriel Fauré, dans ses mélodies, qui, qui vont très bien à cette voix très pure de contre-ténor. Et j'ai mis Berlioz parce que déjà j'ai mis cette musique parce que je la trouve absolument magnifique, que c'est une espèce de c'est presque une espèce de cantate en elle-même, de mini pièces. Il y avait j'avais beaucoup de cantates françaises à l'époque baroque. J'en avais chanté une de Clérambault, je m'en rappelle. Et du coup, c'est presque ça. C'est une pièce en elle-même entière d'un événement qui se passe et qui est sublimement écrit par Berlioz. Et Berlioz qui aussi a repris Orphée et Eurydice. Et j'adore c'est une de mes œuvres aussi phares. De nouveau, il y a une interprétation de Magdalena Kogena que je trouve exceptionnelle. Et c'est cette musique, cette diction française, elle apporte une couleur différente de l'italien, qui est plus, je ne vais pas dire sophistiquée, mais qui est... La diction elle-même apporte une émotion différente. Et c'est comme l'allemand. Au début, moi je me rappelle enfant, l'allemand, oh là là, c'est dur, c'est pas très beau, etc. Mais en fait, c'est un apprentissage et en fait, ça apporte une émotion. La langue apporte une émotion et donc c'est très important. C'est très important de se faire comprendre. Mais même des fois, il va y avoir des trucs qu'on va entendre en russe, on va pas comprendre, mais on va être touché d'une manière différente. La vieille maison, c'est très visuel. C'est-à-dire que même s'il n'y a aucune mise en scène, aucun décor, dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est chanté, dont c'est dit, on a les images en tête. On comprend où ça nous amène. Et ça apporte c'est pareil, c'est une histoire qui est pas longue, qui est assez triste, oui, mais j'aimerais dire qui est assez... je sais pas comment dire, qui est assez sombre. Et en plus, le mot sombre est utilisé plusieurs fois par mon personnage, par le personnage de Marc. C'est presque un mini film d'horreur où le héros, naïf, qui est Marc, comme tout enfant, il est naïf, se laisse prendre par sa gentillesse et sa naïveté. Et ensuite, il se rend compte qu'à cause des actions qu'il a eues, ça a un effet boule de neige sur plein d'autres personnages qui sont là quelquefois pour l'aider et en voulant faire le bien, c'est pas forcément ce qui arrive. Et c'est très intéressant pour moi de chanter ce rôle. En plus, c'est un rôle d'enfant, donc moi en tant que maîtrisien j'ai beaucoup chanté en tant qu'enfant, et puis c'est avec toutes les personnes que je connais, quand je leur ai dit je vais chanter ce rôle, c'est un rôle d'enfant, ils me disaient ça t'ira très bien. On me disait pareil, ça serait bien que tu fasses Chérubin, ça fait un peu enfant, c'est très bien pour toi, donc c'est mon air juvénile sans doute. Donc ça m'a fait très plaisir quand l'opéra Angénante a pensé à moi, parce que ça faisait quelques mois qu'ils m'invitaient déjà pour des concerts, et du coup quand ils ont voulu programmer ça et qu'ils ont pensé à moi dans le rôle de l'enfant, c'était vraiment important pour moi. Et musicalement, on n'est pas dans la complexité d'une œuvre extrêmement contemporaine, etc. On est vraiment dans une histoire qui est racontée. On pourrait presque ne pas la chanter et juste la parler. Ça aurait presque la même incidence. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier à interpréter un enfant. Ce qui est particulier, c'est les discours, c'est les répliques qu'il y a entre les personnages. Parce qu'interprétant un enfant, les rôles qui sont autour de moi vont avoir des
des expressions, on va avoir une manière de s'exprimer envers moi qui est quand on parle à un enfant, c'est pas comme quand on parle à un adulte. Soit on va avoir le personnage méchant comme Chantelaine qui va essayer en contournant ou en utilisant des mensonges de m'avoir, ce qu'on ferait pas à un adulte, parce que des fois les mensonges qu'il va dire, c'est n'importe qui dirait oui bien sûr, mais en fait un enfant c'est très naïf, ça a envie de faire plaisir, etc. Donc c'est complètement différent. Et l'autre personnage de Mélusine qui va presque avoir des interactions de mère avec Marc. C'est-à-dire qu'elle va vouloir l'aider, mais presque le protéger. Et c'est plutôt dans les interactions entre les personnages. Le rôle lui-même, ça pourrait être un adolescent, un jeune garçon qui a fait une bêtise et qui va essayer et qui va suivre un homme pour essayer de l'aider tout en colmatant toutes les erreurs qu'il a fait. Mais c'est dans les interactions, dans la tendresse qu'il va avoir du regard de Mélusine envers lui, et dans le regard plutôt espiègle de Chantelaine qui va essayer de le tromper, qu'on voit vraiment qu'on a affaire à un enfant. Et au niveau de l'interprétation, je pense pas qu'il y ait énormément de choses à faire différentes. Je pense que dans l'écriture, donc dans ces interactions, tout se mêle parfaitement. Dans les oreilles de Théo Imard. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra. Enregistré à l'occasion de la production de La Vieille Maison de Marcel Landowski, les 6 et 13 mai 2023.